Bienvenue, voyageurs des ténèbres. Avant de pénétrer dans les profondeurs de ce récit qui tâche les pages de la raison, j'ai besoin de savoir d'où vous m'écoutez en ce moment précis. Dites-moi, dans quelle ville, dans quel coin oublié de ce monde vous trouvez-vous maintenant? Écrivez dans les commentaires, car il y a quelque chose de particulier à savoir que des âmes dispersées à travers le globe partagent en cet instant même le même frisson qui parcourt l'échine lorsque l'inexplicable frappe à notre porte. Aujourd'hui, ma voix sera le fil conducteur qui vous guidera à travers une tapisserie tissée avec les fils les plus sombres de l'expérience humaine. Ceci n'est pas une simple histoire à consommer légèrement pendant que le soleil brise encore à travers les rideaux. Non, ce récit exige la complicité de la pénombre, le silence absolu de la nuit et le courage d'affronter ce que notre esprit civilisé insiste à nier, mais que notre instinct primordial reconnaît immédiatement comme la vérité la plus ancestrale et terrible de l'existence. Si vos nerfs sont fragiles comme du cristal vénitien, si la peur pénètre facilement dans les fissures de votre âme, il serait peut-être prudent de reconsidérer votre voyage à travers ces mots. Car ce que je vais narrer n'est pas une fiction construite pour divertir, mais le récit sombre d'événements qui ont défié la santé mentale de deux individus qui ont osé franchir le voile entre le monde que nous connaissons et celui qui prétend ne pas exister. La décision vous appartient, mais sachez qu'une fois ce seuil franchi, il n'y a pas de retour au confort de l'ignorance. La connaissance de l'horreur est une cicatrice permanente sur la conscience. Alors, si vous restez encore avec moi, installez-vous confortablement, vérifiez que vos portes sont bien verrouillées et permettez à ma voix de vous transporter vers un lieu où la civilisation n'est qu'un souvenir lointain et où les règles qui gouvernent notre réalité quotidienne se dissolvent comme la brume matinale devant le soleil levant. Amélie et Bastien étaient deux âmes entrelacées par l'amour, mais étouffées par le poids écrasant de la modernité urbaine. Elle, architecte d'intérieur de 32 ans, passait ses journées à transformer des espaces vides en foyers accueillants, mais ironiquement, elle sentait sa propre existence de plus en plus vide. Lui, professeur de littérature classique de 35 ans, consacrait ses heures à enseigner aux jeunes désintéressés les tragédies grecques, sans réaliser qu'il était sur le point de devenir le protagoniste de sa propre version d'une pièce tragique qui aurait fait trembler Sophocle dans sa tombe millénaire. La vie dans la métropole était devenue une prison invisible, construite non pas avec des barreaux de fer, mais avec des engagements sociaux vides, des notifications incessantes d'appareils électroniques et le bourdonnement constant d'une existence qui semblait tourner en rond sans jamais vraiment avancer. Leur conversation, autrefois remplie de passion et de rêves, s'était réduite à des échanges fonctionnels sur les courses à faire, les factures à payer, les obligations à remplir. L'amour était toujours là, enfoui sous les couches de routine et de fatigue, mais il suffoquait, cherchant désespérément de l'air frais pour respirer à nouveau. C'est ainsi qu'un soir de septembre, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres de leur appartement parisien du 11e arrondissement, Bastien eut une idée qui allait sceller leur destin d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer dans leurs cauchemars les plus sombres. Il parcourait un site obscur de locations insolites, un de ces portails numériques où des propriétaires proposent des refuges loin des sentiers battus, loin du regard indiscret de la civilisation. Et c'est là qu'il la trouva, cette annonce qui brillait sur l'écran comme une promesse de renaissance, ou peut-être, comme nous le découvrirons, comme un piège tendu par quelque chose qui attendait patiemment dans l'obscurité. La description était sobre mais évocatrice, une ancienne demeure forestière du XVIIIe siècle, nichée au cœur des bois profonds de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à des kilomètres de la civilisation la plus proche. Les photographies montraient une construction en pierre grise, couverte de lierre, avec des volets en bois patinés par le temps, et une cheminée imposante qui promettait chaleur et réconfort. Le propriétaire, un certain Monsieur Levasseur, assurait dans sa description que l'endroit était parfait pour ceux qui cherchent à se reconnecter avec l'essentiel, loin du bruit du monde moderne. Une phrase qui, rétrospectivement, portait en elle une ambiguïté sinistre que personne n'avait su déchiffrer. Amélie, initialement sceptique, fut finalement séduite par l'idée lorsque Bastien lui montra les images sur son téléphone. Il y avait quelque chose dans ces photographies, une qualité presque onirique, qui parlait à cette partie d'elle-même qui aspirait au silence, à la solitude contemplative, à un retour aux racines profondes de l'existence humaine.
Peut-être était-ce l'architecte en elle qui appréciait la simplicité rustique de la construction, ou peut-être était-ce simplement l'âme fatiguée qui reconnaissait dans ce refuge isolé une opportunité de renaissance. Quoi qu'il en soit, elle accepta et en quelques clics, la réservation fut confirmée pour le dernier week-end d'octobre, une période de l'année où les forêts françaises se parent de couleurs automnales magnifiques, mais où les nuits deviennent longues, froides, et particulièrement propices aux choses qui préfèrent l'obscurité. Ils partirent un vendredi après-midi, leurs sacs remplis de provisions, de vêtements chauds et de livres qu'ils espéraient enfin avoir le temps de lire. Le trajet en voiture fut d'abord agréable, traversant des paysages bucoliques où les vignobles cédaient progressivement la place aux forêts de chênes et de hêtres centenaires. Mais à mesure qu'ils s'éloignaient des routes principales pour s'enfoncer dans des chemins secondaires de plus en plus étroits, l'atmosphère changea imperceptiblement. Le GPS, habituellement si fiable, sembla hésiter, recalculant constamment l'itinéraire, comme s'il était lui-même incertain de la destination finale. Les routes devinrent des chemins, les chemins devinrent des sentiers à peine carrossables, et finalement, après avoir parcouru pendant près de 20 minutes un passage forestier si étroit que les branches griffaient les côtés de la voiture avec un bruit qui rappelait des ongles sur un tableau noir, ils arrivèrent à la clairière où se dressait la maison. Et c'est à ce moment précis qu'Amélie sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine, un pressentiment qu'elle ne put définir, mais qui était aussi réel et tangible que le volant sous ses mains crispées. La demeure était exactement comme sur les photographies, et pourtant complètement différente. Les images numériques avaient capturé sa forme, sa structure, ses dimensions, mais elles avaient échoué à transmettre son essence, cette aura de désolation qui l'enveloppait comme un linceul invisible. Les pierres grises semblaient absorber la lumière déclinante du jour plutôt que la réfléchir. Les fenêtres ressemblaient à des orbites vides dans un crâne géant, et le lierre qui grimpait sur les murs n'évoquait pas le charme rustique promis, mais plutôt une végétation parasite qui tentait lentement d'engloutir la construction, de la ramener à la terre dont elle était issue. Bastien, toujours pragmatique dans sa manière d'aborder le monde, remarqua l'hésitation d'Amélie et tenta de dissiper ses craintes avec l'humour léger qui avait toujours été sa façon de gérer l'inconfort. « Tu passes trop de temps à regarder ces films gothiques, dit-il avec un sourire rassurant tout en sortant de la voiture. C'est exactement ce que nous cherchions, non? L'authenticité, le rustique, le retour aux sources. Allez, viens, je meurs d'envie de voir l'intérieur et d'allumer cette cheminée qui a l'air impressionnante. » Ces paroles étaient censées être rassurantes, mais même lui ne put empêcher son regard de s'attarder un peu trop longtemps sur la ligne sombre des arbres qui entouraient la clairière, formant un cercle presque parfait, presque intentionnel, comme si la forêt elle-même avait décidé de garder cet endroit isolé du reste du monde. Maintenant, mes chers auditeurs, avant de continuer plus profondément dans cette descente vers l'inexplicable, j'aimerais vous poser une question qui n'est pas anodine. Avez-vous déjà ressenti ce que ressentait Amélie à cet instant, ce frisson inexplicable qui parcourt la colonne vertébrale lorsque chaque fibre de votre être vous crie de fuir, même si votre raison ne trouve aucune justification logique à cette peur? Si c'est le cas, écrivez dans les commentaires le mot « pressentiment ». Je suis curieux de savoir combien d'entre vous ont déjà expérimenté cette forme primitive de connaissance qui dépasse l'entendement rationnel. Et si cette histoire résonne en vous d'une manière particulière, si vous sentez que ces mots touchent quelque chose de profond dans votre conscience, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant à cette chaîne. Car ici, nous ne nous contentons pas de raconter des histoires. Nous explorons ensemble les territoires obscurs de l'expérience humaine, ces zones d'ombre où la réalité et le cauchemar se confondent jusqu'à devenir indiscernables. Continuons maintenant, car la nuit tombe sur notre couple, et avec elle, l'obscurité apporte bien plus que l'absence de lumière. L'intérieur de la demeure offrait un contraste saisissant avec l'extérieur menaçant. Dès qu'ils franchirent le seuil, portant leurs bagages dans le vestibule étroit, ils furent accueillis par une odeur complexe de vieux bois, de cendres froides et de quelque chose d'autre, quelque chose d'indéfinissable, qui rappelait vaguement la terre humide et les feuilles en décomposition. Le mobilier était exactement comme décrit, authentique et rustique, composé de pièces lourdes en chêne massif qui avaient certainement été témoins de plusieurs générations de vies humaines. Un grand canapé recouvert de velours bordeaux fatigué
faisait face à une cheminée monumentale en pierre de taille, dont le manteau était orné de sculptures représentant des scènes de chasse qui, dans la lumière déclinante, filtrant par les fenêtres poussiéreuses, prenaient une qualité presque vivante et dérangeante. Amélie entreprit d'explorer les autres pièces pendant que Bastien déchargeait le reste de leurs affaires. La cuisine était équipée d'un vieux fourneau en fonte, de casseroles en cuivre accrochées au mur et d'un évier en porcelaine profond qui avait connu des jours meilleurs. L'escalier en bois grinçant menait à 2 chambres à l'étage, toutes 2 meublées simplement avec des lits en fer forgé recouverts d'édredons épais qui sentaient la lavande et le temps qui passe. Tout était propre, fonctionnel, et pourtant il y avait dans chaque pièce cette même qualité étrange qu'elle avait perçue à l'extérieur, comme si la maison elle-même était en attente, retenant son souffle, observant les nouveaux arrivants avec une patience millénaire. La nuit tomba avec une rapidité déconcertante, comme si quelqu'un avait brusquement tiré un rideau noir sur le monde. Dans les forêts profondes, loin de la pollution lumineuse des villes, l'obscurité n'est pas simplement l'absence de lumière, c'est une présence tangible, presque solide, qui semble avoir sa propre substance et son propre poids. Bastien alluma la cheminée avec du bois soigneusement empilé dans un panier à côté, et bientôt les flammes crépitantes projetèrent des ombres dansantes sur les murs, créant un cocon de chaleur et de lumière qui, momentanément, repoussa les inquiétudes d'Amélie dans un coin reculé de son esprit. Ils dînèrent simplement, partageant une bouteille de vin rouge de Bourgogne et des fromages locaux qu'ils avaient achetés en route, conversant de choses légères et insignifiantes, s'efforçant consciemment de recréer cette intimité facile qui avait caractérisé les premiers temps de leur relation. Mais leurs paroles semblaient étrangement étouffées dans l'espace clos de la maison, comme si l'air lui-même était plus dense, plus résistant à la transmission du son. Et derrière leur conversation forcée, un autre son persistait, à peine audible mais constant, une sorte de murmure lointain qui aurait pu être le vent dans les arbres, ou l'eau d'un ruisseau invisible, ou quelque chose d'entièrement différent. C'est vers 23 heures, alors qu'ils étaient installés sur le canapé, Amélie lisant un roman gothique qu'elle avait apporté avec une ironie qu'elle ne pouvait plus apprécier, et Bastien consultant distraitement son téléphone, qui n'avait, sans surprise, aucun signal dans cette région reculée, que le premier événement véritablement troublant se produisit. Un son résonna à l'extérieur, clair et distinct malgré les murs épais de pierre, un craquement sec et prolongé qui ne pouvait être produit que par quelque chose de lourd marchant sur les branches mortes qui jonchaient certainement le sol forestier autour de la maison. Bastien leva immédiatement les yeux de son téléphone, son corps se tendant instinctivement. « Tu as entendu ça ?» demanda-t-il, bien que la réponse fût évidente dans les yeux élargis d'Amélie. Ils restèrent immobiles, l'oreille tendue, et le son se répéta cette fois plus proche, accompagné d'un autre bruit qui ressemblait désagréablement à une respiration lourde et laborieuse. « Un sanglier » dit Bastien après un moment, mais sa voix manquait de conviction. « Ou un cerf. Les forêts par ici sont pleines de gibier, c'est probablement juste un animal qui passe. » Il se leva néanmoins et se dirigea vers la fenêtre la plus proche, écartant légèrement le rideau épais pour regarder à l'extérieur. Ce qu'il vit, ou plutôt ce qu'il ne vit pas, ne le rassura guère. L'obscurité à l'extérieur était absolue, impénétrable, un néant liquide dans lequel aucune forme ne pouvait être distinguée. La lune, s'il y en avait une cette nuit-là, devait être cachée derrière d'épais nuages, car pas la moindre lueur ne filtrait à travers le feuillage dense. Et dans cette obscurité totale, le son continua, se déplaçant maintenant de manière délibérée autour de la maison, décrivant un cercle lent et méthodique, comme si quelque chose ou quelqu'un effectuait une reconnaissance systématique du périmètre. Puis, aussi soudainement qu'ils avaient commencé, les bruits cessèrent, laissant derrière eux un silence qui semblait encore plus oppressant que les sons eux-mêmes. Cette nuit-là, ni Amélie ni Bastien ne dormirent vraiment. Ils montèrent se coucher vers minuit, s'installant dans la plus grande des 2 chambres à l'étage, mais le sommeil ne vint pas, ou seulement par bribes fragmentées, interrompues par des rêves étranges et dérangeants qui s'évaporaient au moment du réveil, ne laissant qu'une sensation de malaise. Amélie rêva de corridors souterrains qui s'enfonçaient dans les entrailles de la terre, de voix chuchotant dans des langues qu'elle ne comprenait pas, mais qui semblaient néanmoins communiquer quelque chose d'urgent et de terrible. Bastien, pour sa part, se réveilla plusieurs fois en sursaut, convaincu d'avoir entendu des pas dans l'escalier,
mais chaque fois qu'il tendait l'oreille, il ne percevait rien d'autre que le craquement naturel d'une vieille maison se contractant dans le froid nocturne. L'aube arriva enfin, grise et brumeuse, filtrant une lumière maladive à travers les fenêtres de la chambre. Bastien se leva le premier, les yeux cernés et le corps raide, et descendit préparer du café dans la cuisine. L'odeur riche et réconfortante du café fraîchement moulu sembla restaurer un semblant de normalité, et lorsqu'Amélie le rejoignit quelques minutes plus tard, ils échangèrent un sourire fatigué mais soulagé, comme des survivants qui auraient traversé une épreuve et en seraient sortis intacts. « Je propose qu'on fasse une promenade ce matin », suggéra Bastien en versant le café fumant dans 2 grandes tasses en céramique épaisse. « Ça nous fera du bien de prendre l'air, de voir que cet endroit n'est pas aussi sinistre à la lumière du jour. » Amélie acquiesça, reconnaissante d'avoir une activité concrète pour détourner son esprit des pensées sombres qui avaient hanté sa nuit. Ils s'habillèrent chaudement en filant des pulls épais et des bottes de randonnée et sortirent dans la matinée brumeuse. La forêt, qui avait semblé si menaçante dans l'obscurité, révélait maintenant sa beauté austère. Les arbres, principalement des chênes et des hêtres séculaires, se dressaient comme des colonnes gothiques, leurs branches nues s'entrelaçant au-dessus pour former une voûte cathédrale naturelle. Le sol était recouvert d'un tapis épais de feuilles mortes qui craquaient agréablement sous leurs pas, et l'air froid portait l'odeur propre et légèrement amère de la végétation automnale. Ils marchèrent pendant près d'1 heure, suivant un sentier à peine visible qui serpentait entre les arbres, montant et descendant doucement le terrain vallonné. La conversation reprit plus facilement qu'elle ne l'avait fait depuis longtemps, alimentée par l'exercice physique et la beauté sévère de leur environnement. Bastien parla de son projet d'écrire enfin le roman qu'il avait toujours remis à plus tard. Amélie évoqua son rêve d'ouvrir un jour son propre atelier d'architecture plutôt que de continuer à travailler pour une grande firme impersonnelle. C'étaient des rêves qu'ils avaient partagés avant, mais qui avaient été ensevelis sous les préoccupations quotidiennes, et les exhumer maintenant, dans ce cadre isolé et primitif, leur donna une nouvelle résonance, une possibilité renouvelée. C'est alors qu'ils émergèrent dans une clairière qu'ils n'avaient pas anticipée, un espace circulaire parfait au milieu de la forêt dense, comme si la nature elle-même avait décidé de créer une arène ou un amphithéâtre. Et au centre exact de cette clairière se dressait quelque chose qui arrêta net leur progression et leur conversation. C'était une structure de pierre ancienne, un puits qui devait avoir au moins 2 ou 3 siècles, construit avec une maçonnerie experte, mais maintenant partiellement effondré, envahi par les ronces et les mousses. Mais ce n'était pas tant la présence du puits lui-même qui était troublante, car de vieux puits abandonnés ne sont pas rares dans les régions rurales de France, mais plutôt les détails qui l'entouraient et le décoraient. Des symboles avaient été gravés dans les pierres qui composaient le périmètre du puits, des marques qui n'appartenaient à aucun alphabet moderne que Bastien, avec toute son érudition littéraire, pouvait reconnaître. Certaines ressemblaient vaguement aux runes nordiques, d'autres évoquaient des hiéroglyphes primitifs, mais la plupart étaient complètement uniques, des arrangements géométriques complexes qui semblaient suivre une logique propre, une syntaxe visuelle qui communiquait quelque chose d'important à ceux qui pouvaient la déchiffrer. Et autour de ces pierres gravées, disposées dans un cercle presque cérémoniel, se trouvaient des objets qui n'avaient définitivement pas leur place dans une forêt naturelle. Des bougies noires à moitié consumées, leurs coulées de cire séchées, formant des stalactites grotesques, des bouteilles en verre contenant des liquides sombres et troubles, et plus troublants encore, des morceaux de tissu qui ressemblaient désagréablement à des vêtements déchirés, tachés de substances dont la nature était préférable de ne pas identifier. Amélie recula instinctivement, son instinct criant l'alarme bien avant que son esprit conscient puisse formuler une objection rationnelle. « Il faut partir d'ici », dit-elle, sa voix tremblante trahissant une peur qu'elle ne cherchait plus à dissimuler. « Maintenant, Bastien, cet endroit, ce puits, tout ça, c'est mal. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais chaque cellule de mon corps me dit que nous ne devrions pas être ici. » Bastien, malgré sa nature rationnelle, ne pouvait pas ignorer les preuves évidentes devant lui. Quelqu'un, ou plutôt plusieurs personnes, utilisaient cet endroit pour des pratiques qui étaient au minimum étranges et au pire profondément sinistres. Mais avant qu'ils ne puissent se retourner pour rebrousser chemin, un son leur parvint depuis la lisière de la clairière, un son qui glaça le sang dans leurs veines. C'était une voix humaine, ou du moins quelque chose qui ressemblait suffisamment à une voix humaine pour être reconnaissable, mais déformée,
rauque, comme si elle provenait d'une gorge endommagée, ou peut-être pas entièrement humaine. Elle prononçait des mots dans une langue qui n'était certainement pas du français, ni aucune autre langue moderne qu'ils auraient pu reconnaître, une litanie rythmique et répétitive qui avait la cadence d'une prière ou d'une incantation. Le couple se figea, leurs regards se croisant dans une communication silencieuse née de la peur pure. Bastien saisit la main d'Amélie et serra fort, un geste qui se voulait rassurant mais qui trahissait sa propre terreur par la moiteur de sa paume et le tremblement imperceptible de ses doigts. La voix continua, rejointe maintenant par d'autres, créant une cacophonie discordante qui semblait provenir de plusieurs directions à la fois, comme si la forêt elle-même avait trouvé une voix et chantait une chanson ancienne et terrible. Le son montait et descendait en vagues hypnotiques, suivant un rythme qui n'appartenait à aucune musique connue, mais qui résonnait néanmoins avec quelque chose de primordial, enfoui dans le cerveau reptilien de l'humanité. Puis, à travers les arbres, ils virent des mouvements. Des silhouettes se déplaçaient entre les troncs, avec une aisance qui suggérait une connaissance intime de ce terrain, glissant entre les ombres comme des fantômes tangibles. Ils ne pouvaient pas distinguer clairement leur forme, car les figures portaient des robes longues et sombres, des capuches qui cachèrent leur visage, transformant chaque individu en une simple ombre verticale se déplaçant avec une synchronisation troublante. Combien étaient-ils? 7? 10? 15? Il était impossible de le déterminer, car ils apparaissaient et disparaissaient derrière les arbres, se fondant et se séparant comme des doigts d'une main géante et invisible. Sans un mot, agissant sur un instinct de survie plus vieux que la civilisation, Bastien et Amélie se lancèrent dans une course désespérée, quittant la clairière maudite par le chemin opposé à celui par lequel ils étaient revenus. Ils couraient sans regarder en arrière, leurs poumons brûlant dans l'air froid, leurs jambes pompant mécaniquement malgré la fatigue, guidés uniquement par un besoin primordial de mettre autant de distance que possible entre eux et ce qu'ils avaient redécouvert. Les branches leur griffaient le visage et les mains, laissant des traces rouges qui brûlaient, mais qu'ils ignoraient complètement dans leur panique. Les racines semblaient se tendre pour les faire trébucher, s'accrochant à leurs chevilles, comme des mains décharnées émergeant de la terre. Et derrière eux, constamment, ils pouvaient entendre le bruissement de la poursuite. Ce n'était pas le son frénétique de quelqu'un courant pour rattraper une proie, mais quelque chose de bien plus terrifiant, un mouvement délibéré et patient qui suggérait que les poursuivants savaient qu'il n'y avait nulle part où fuir, aucune échappatoire de cette forêt qui était leur domaine depuis des temps immémoriaux. Les chants continuaient, portés par le vent, se rapprochant et s'éloignant de manière déconcertante, créant l'illusion auditive d'être encerclés de toutes parts. Amélie trébucha sur une racine noueuse, s'écrasant douloureusement sur le sol tapissé de feuilles mortes et de mousse humide. Bastien s'arrêta immédiatement, se retournant pour l'aider, et dans ce bref instant où ils étaient tous deux vulnérables et statiques, ils virent clairement pour la première fois l'un de leurs poursuivants. Il se tenait à moins de 20 mètres, immobile comme une statue, sa robe noire flottant légèrement dans la brise inexistante. Sous la capuche profonde, aucun visage n'était visible, seulement une obscurité plus dense que l'ombre normale, comme si l'intérieur de cette capuche contenait un vide absolu qui absorbait toute lumière. Et dans ce vide, 2 points lumineux brillaient, avec une lueur verdâtre et maladive, des yeux qui ne devraient pas appartenir à un être humain. La figure leva lentement une main, désignant le couple avec un doigt osseux qui émergeait de la manche de la robe, et à ce moment précis, Bastien sentit quelque chose se rompre dans son esprit, un verrou mental qui le protégeait de comprendre pleinement dans quel cauchemar ils étaient tombés. Il tira Amélie sur ses pieds avec une force née du désespoir absolu, et ils reprirent leur course effrénée, chaque muscle de leur corps hurlant de fatigue et de terreur. Ils ne surent jamais combien de temps dura cette fuite paniquée à travers la forêt dense. Le temps lui-même sembla se distordre, chaque seconde s'étirant comme du caramel chaud, chaque battement de cœur résonnant comme un coup de tambour annonçant leur condamnation imminente. Le paysage autour d'eux devint surréel, les arbres semblant se multiplier et se rapprocher, créant un labyrinthe vivant qui changeait constamment de configuration. À un moment donné, Amélie aurait juré qu'ils passaient devant le même arbre fendu par la foudre pour la 3e fois, bien qu'ils n'aient jamais changé de direction dans leur fuite rectiligne. Mais finalement, par miracle, ou par chance aveugle,
ou peut-être simplement parce que leurs poursuivants avaient décidé de les laisser partir, ils émergèrent sur le chemin qui menait à la maison, reconnaissant des points de repère qu'ils avaient notés mentalement lors de leur arrivée. Ils continuèrent à courir jusqu'à ce qu'ils atteignent la clairière où se dressait la demeure de Pierre. Et ce n'est qu'une fois à l'intérieur, la porte massive claquée et verrouillée derrière eux, qu'ils s'autorisèrent à s'arrêter, s'effondrant sur le sol du vestibule, haletant comme des animaux traqués qui avaient miraculeusement échappé au croc du prédateur. « Il faut partir », dit Amélie, dès qu'elle put reprendre son souffle, sa voix éraillée et tremblante. « Maintenant, immédiatement. Je me fiche de perdre l'argent de la location. Je me fiche de savoir ce qui se passe ici, je veux juste sortir d'ici, pendant qu'on le peut encore. » Ses mains tremblaient violemment, tandis qu'elle tentait de retirer ses bottes couvertes de boue, et Bastien remarqua avec inquiétude que ses lèvres avaient pris une teinte bleuâtre, soit à cause du froid, soit à cause du choc profond qu'elle venait de subir. Bastien acquiesça vigoureusement. Toute prétention de rationalisme scientifique ayant été brûlée et réduite en cendres par la peur brute qu'il venait d'expérimenter. Il se releva péniblement, aidant Amélie à se remettre sur pied, et ensemble, ils commencèrent frénétiquement à rassembler leurs affaires, jetant vêtements et objets personnels dans leurs sacs sans aucun souci d'organisation. Chaque seconde passée dans cette maison maudite était une seconde de trop. Chaque moment d'hésitation pouvait être celui qui scellait définitivement leur destin dans cet endroit oublié de Dieu. Leurs mains bougeaient, avec une urgence mécanique, vidant les tiroirs, arrachant les vêtements des cintres, ramassant les objets personnels éparpillés dans la chambre. Amélie attrapa son sac de toilette dans la salle de bain, et dans le miroir terni au-dessus du lavabo, elle aperçut son propre reflet, un visage qu'elle reconnaissait à peine, les yeux élargis par la terreur, les cheveux en désordre, des égratignures rouges barrant ses joues pâles. Elle détourna rapidement le regard, incapable de supporter cette vision d'elle-même transformée par la peur primordiale. En moins de 15 minutes, tout était emballé, jeté sans cérémonie à l'arrière de leur voiture. Bastien avait déjà les clés en main, prêt à démarrer le moteur et à quitter cet endroit pour ne plus jamais y revenir, pour effacer cette expérience de leur mémoire comme on efface une équation erronée d'un tableau noir. Mais le destin, ou quelque force plus sombre orchestrant les événements, comme un marionnettiste manipulant ses pantins, avait d'autres plans pour eux. Lorsque Bastien tourna la clé de contact, le moteur produisit un gémissement pathétique, un son maladif qui ressemblait désagréablement à l'agonie d'une créature vivante avant de s'éteindre complètement dans un silence de mort. Il réessaya encore et encore, pompant désespérément l'accélérateur, tournant la clé avec une force croissante qui menaçait de la briser, mais rien. La voiture, qui avait fonctionné parfaitement lors de leur arrivée, à peine 24 heures auparavant, était maintenant aussi morte qu'un cercueil sur roue, une tombe métallique qui refusait de les libérer de cet enfer forestier. « Non, non, non » murmurait Bastien comme un mantra désespéré, refusant d'accepter cette réalité cauchemardesque. Il sortit précipitamment, ouvrit le capot avec des mains tremblantes, mais son expertise limitée en mécanique automobile ne lui permit d'identifier aucun problème évident. Tout semblait en place, les connexions intactes, les fluides aux niveaux appropriés. Et pourtant, le moteur refusait obstinément de répondre, comme si quelque malédiction invisible avait été jetée sur le véhicule, le transformant en sculpture de métal inerte. C'est alors qu'Amélie, qui était sortie pour le rejoindre, remarqua quelque chose qui fit se contracter son estomac en un nœud de terreur glaciale. Sur le sol autour de la voiture, dans la terre meuble et les feuilles mortes, des empreintes de pas étaient clairement visibles, de nombreuses empreintes formant un cercle complet autour du véhicule, mais ces empreintes n'étaient pas ordinaires. Elles étaient trop grandes, trop profondes, et leurs contours étaient étranges, presque difformes, comme si ceux qui les avaient laissées marchaient avec des pieds qui n'étaient pas tout à fait humains. « Bastien !» dit-elle d'une voix étranglée, désignant les traces avec un doigt tremblant. « Regarde, ils étaient là. Pendant qu'on dormait, ou pendant qu'on était dans la forêt, ils savaient qu'on allait essayer de partir. » La réalisation tombait sur elle comme une avalanche de pierres glacées. Chaque empreinte était un témoignage silencieux de leur vulnérabilité, de la surveillance constante sous laquelle ils avaient été placés depuis leur arrivée. Combien de fois ces silhouettes encapuchonnées étaient-elles venues rôder autour de la maison pendant qu'ils dormaient sans méfiance?
Combien de fois avait-elle regardé par les fenêtres, observant leurs moindres mouvements comme un entomologiste observe des insectes épinglés dans une boîte? La réalisation les frappa simultanément avec la force d'un coup physique, leur coupant le souffle aussi sûrement qu'un poing dans l'estomac. Ils n'étaient pas simplement tombés par hasard sur quelques rituels étranges dans la forêt. Tout cela depuis le début, depuis l'annonce trop parfaite sur le site de location, avec ses photographies soigneusement sélectionnées pour attirer un certain type de visiteurs, depuis l'isolement extrême de la maison qui garantissait qu'aucun cri ne serait entendu, depuis les événements de la nuit précédente qui les avaient délibérément poussés vers la découverte du puits, tout était orchestré avec une précision diabolique. Ils avaient été attirés ici délibérément, comme des mouches vers une toile d'araignée soigneusement tissée par une créature patiente qui avait tout le temps du monde. Chaque fil de cette toile avait été placé avec une intention précise, et maintenant la toile se refermait autour d'eux, les enveloppant dans ces brins collants dont il serait peut-être impossible de s'échapper. Le propriétaire mystérieux, Monsieur Levasseur, existait-il même vraiment? Ou n'était-il qu'un nom fictif, une façade digitale créée pour donner une apparence de légitimité à ce piège mortel? Ils retournèrent précipitamment à l'intérieur de la maison, leurs derniers espoirs de fuite s'évaporant comme la rosée matinale sous un soleil implacable. Ils verrouillèrent la porte derrière eux avec tous les verrous disponibles, puis se mirent frénétiquement à barricader toutes les entrées possibles. Ils poussèrent le lourd canapé contre la porte principale, empilèrent des chaises contre la porte de derrière, fermèrent et verrouillèrent tous les volets qu'ils purent atteindre, transformant la maison en forteresse improvisée. Mais même tandis qu'ils accomplissaient ces tâches avec une urgence désespérée, une pensée terrifiante continuait de résonner dans l'esprit de Bastien comme une cloche funèbre. Si cette maison avait été conçue comme un piège depuis le début, alors ces barricades qu'ils construisaient avec tant de frénésie ne servaient pas à garder quelque chose à l'extérieur. Non, elles servaient à les garder, eux, à l'intérieur, exactement là où leurs tourmenteurs voulèrent qu'ils soient. Le téléphone de Bastien n'avait toujours aucun signal, et bien sûr, il n'y avait pas de ligne fixe dans la maison. Ils étaient complètement coupés du monde extérieur, prisonniers dans une forteresse de pierre qui, ironiquement, les protégeait et les emprisonnait simultanément. La seule technologie qui fonctionnait encore était leur montre, qui continuait leur compte à rebours implacable des heures restantes avant la tombée de la nuit, chaque tic-tac résonnant comme le battement d'un cœur condamné. La journée s'écoula dans une tension insupportable, chaque minute s'étirant comme une éternité. Ils restèrent à l'intérieur, observant par les fenêtres l'extérieur qui semblait étrangement paisible et innocent à la lumière du jour. Les arbres se balançaient doucement dans la brise automnale, les oiseaux chantaient leurs mélodies habituelles. Un écureuil traversa même la clairière en sautillant joyeusement, totalement inconscient du drame humain qui se déroulait à quelques mètres de lui. Peut-être osèrent-ils espérer dans un coin reculé de leur esprit, avaient-ils simplement paniqué. Peut-être que la voiture redémarrerait après avoir eu le temps de refroidir. Peut-être que les gens dans la forêt n'étaient que des excentriques inoffensifs, pratiquant quelques cultes néo-païens ridicules, mais fondamentalement bénins. Mais ces espoirs fragiles se fracassèrent comme du verre contre la pierre dure de la réalité lorsque le soleil commença sa descente finale vers l'horizon. Car avec le crépuscule vinrent les sons. D'abord subtils, à peine audibles, comme le bruissement de feuilles ou le craquement de branches dans le vent. Mais progressivement, à mesure que l'obscurité s'épaississait, les sons devinrent plus distincts, plus délibérés, plus évidemment d'origine humaine, ou du moins semi-humaine. Des pas faisèrent le tour de la maison, lents et méthodiques, suivis occasionnellement d'un grattement contre les murs de pierre, comme si des ongles ou des griffes testaient la solidité de la structure. À un moment donné, quelque chose heurta violemment un des volets fermés, le faisant trembler sur ses gonds rouillés, suivi d'un rire bas et guttural qui ne ressemblait à rien de ce que produit normalement une gorge humaine. C'était un son qui appartenait au cauchemar, aux histoires racontées autour des feux de camp pour effrayer les enfants, aux légendes médiévales de créatures qui rôdaient dans les forêts profondes où la lumière de Dieu ne pénétrait jamais. Amélie et Bastien se réfugièrent dans le salon, s'installant devant la cheminée où Bastien avait alimenté un feu rugissant qui projetait des ombres dansantes et offrait au moins l'illusion de sécurité et de chaleur. Ils s'assirent côte à côte sur le canapé déplacé, se tenant la main avec une force qui trahissait leur peur commune, essayant de se réconforter mutuellement par leur simple présence physique.
Mais aucun mot de réconfort ne pouvait effacer ce qu'ils savaient maintenant être vrai. Ils étaient pris au piège dans un endroit maléfique, entourés par quelque chose qui les voulait ici, pour des raisons qu'ils n'osaient même pas imaginer. « Nous survivrons à cette nuit », dit finalement Bastien, sa voix s'efforçant de projeter une confiance qu'il ne ressentait pas vraiment. « Demain matin, à la première lueur du jour, nous sortirons d'ici. Nous marcherons si nécessaire. Cette forêt ne peut pas être infinie. Si nous marchons assez longtemps dans une direction, nous finirons par trouver une route, une maison, quelqu'un qui pourra nous aider. » C'était un plan simple, presque naïf dans son optimisme, mais c'était tout ce qu'ils avaient, un mince fil d'espoir auquel s'accrocher dans l'obscurité grandissante. Amélie hocha la tête, voulant croire ses paroles, se forçant à imaginer le moment où ils sortiraient de cette forêt maudite, où ils retrouveraient la civilisation avec ses bruits familiers et rassurants, ses lumières artificielles qui repoussent l'obscurité primitive, ses structures sociales et légales qui protègent les citoyens des choses qui se cachent dans les marges de la réalité acceptable. Elle se força à penser à leur appartement parisien, avec ses murs fins qui laissaient passer le bruit des voisins, sa vue sur un mur de briques gris, ses radiateurs qui fonctionnaient mal. Cet appartement qu'elle avait trouvé si déprimant quelques jours auparavant lui apparaissait maintenant comme un paradis perdu, un havre de normalité et de sécurité qu'elle avait stupidement abandonné pour poursuivre quelques fantaisies romantiques de reconnexion avec la nature. Mais la nature, réalisait-elle maintenant avec une clarté douloureuse, n'était pas la force bienveillante et guérisseuse que vendaient les magazines de bien-être et les gourous du développement personnel. La nature était indifférente au mieux, activement hostile au pire, un système ancien et impitoyable régi par des lois qui n'avaient rien à voir avec la justice ou la morale humaine. Et dans les recoins les plus profonds de cette nature, dans les forêts où l'homme moderne s'aventurait rarement, d'anciennes choses survivaient encore, des pratiques et des croyances qui datèrent d'époques où l'humanité était encore vulnérable, où les ténèbres étaient peuplées de dangers réels et pas simplement métaphoriques. Les heures passèrent avec une lenteur torturante. Ils tentèrent de se distraire en parlant de choses banales, de leurs emplois, de leurs familles, de films qu'ils avaient vus, mais chaque conversation s'éteignait rapidement, tuée par l'atmosphère oppressante et les sons constants à l'extérieur. À un moment donné, Amélie sortit son téléphone et commença à écrire des notes, documentant tout ce qui leur était arrivé, créant un témoignage au cas où ils ne sortiraient jamais de cette forêt. C'était un geste morbide, mais qui lui donnait étrangement un sentiment de contrôle, comme si en enregistrant ces événements, elle les rendait réels, tangibles, quelque chose qui pourrait être compris et potentiellement combattu. Vers minuit, un nouveau son se fit entendre, différent des précédents. C'était une sorte de psalmodie, similaire à celle qu'ils avaient entendue près du puits, mais plus forte maintenant, plus proche, multiples voix s'entrelaçant dans une harmonie dissonante qui semblait résonner non seulement dans l'air, mais aussi dans leurs os, dans leurs dents, dans les cavités de leur crâne. Le chant montait et descendait en vagues hypnotiques, suivant des patterns qui semblaient conçus pour induire un état de transe, pour ouvrir des portes dans l'esprit qui étaient normalement verrouillées pour de bonnes raisons. Bastien se leva brusquement, marchant vers la fenêtre la plus proche pour essayer de voir ce qui se passait à l'extérieur, mais Amélie l'attrapa par le bras, le tirant en arrière. « Non, dit-elle fermement, ne regarde pas. Quoi qu'il fasse là-bas, nous ne voulons pas le voir. Nous ne voulons pas que ça rentre dans nos têtes. » Il y avait une sagesse instinctive dans ces paroles, une reconnaissance que certaines choses, une fois vues, ne peuvent jamais être non vues, qu'elles laissent des marques permanentes sur la psyché qui continuent de suppurer longtemps après que l'expérience physique est terminée. Le chant continua pendant des heures, une litanie incessante qui semblait s'infiltrer à travers les murs de pierre, se glissant dans leurs oreilles malgré tous leurs efforts pour l'ignorer. Amélie se couvrit les oreilles avec ses mains, mais le son persistait, comme s'il ne voyageait pas seulement à travers l'air, mais aussi à travers d'autres médiums, d'autres dimensions imperceptibles aux sens normaux. Elle ferma les yeux très fort, essayant de se concentrer sur des souvenirs heureux, sur des images de lumière et de normalité, mais derrière ses paupières closes, des formes commençaient à se matérialiser, des géométries impossibles et des silhouettes qui bougeaient avec une fluidité non euclidienne. « Bastien, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Je les vois, même avec les yeux fermés, je les vois. »« Qu'est-ce qui nous arrive ?» Elle ouvrit les yeux brusquement, cherchant l'ancrage dans la réalité physique du salon, dans les flammes qui dansaient dans la cheminée,
dans le visage familier de l'homme qu'elle aimait. Mais même là, même dans cet espace qu'ils avaient barricadé et sanctuarisé, la réalité semblait devenir poreuse, instable, comme si les frontières entre ce qui était réel et ce qui ne l'était pas commençaient à se dissoudre sous l'assaut constant de ce champ alien. Bastien la serra contre lui, essayant de lui offrir un réconfort qu'il ne ressentait pas lui-même. Car il aussi commençait à ressentir quelque chose d'étrange, une altération subtile de sa perception qui le remplissait d'une terreur existentielle profonde. Les ombres dans la pièce semblaient se déplacer de manière indépendante des flammes qui étaient censées les créer. Les sculptures sur le manteau de la cheminée, ces scènes de chasse qu'il avait remarquées lors de leur arrivée, paraissaient maintenant animées, les figures humaines et animales bougeant imperceptiblement lorsqu'il ne les regardait pas directement, leur position changeant subtilement d'un instant à l'autre. « C'est psychologique », dit-il, autant pour se convaincre lui-même que pour rassurer Amélie. « Ils essaient de nous terroriser, de nous déstabiliser mentalement. C'est une forme de guerre psychologique. Mais nous sommes plus forts que ça. Nous devons garder notre esprit rationnel, nous accrocher à ce que nous savons être réel. » Mais même tandis qu'il prononçait ces mots, une partie de lui se demandait s'il y croyait vraiment, si le rationalisme scientifique, dans lequel il avait placé tant de foi tout au long de sa vie, était vraiment équipé pour expliquer ce qu'il vivait maintenant. Le feu dans la cheminée vacilla soudainement, comme si une bourrasque de vent était descendue par la cheminée, bien que l'air dans la pièce restait parfaitement immobile. Les flammes prirent momentanément une teinte verdâtre maladive qui projeta des ombres grotesques sur les murs, transformant les objets familiers en formes monstrueuses et menaçantes. Puis, aussi rapidement que cela avait commencé, les flammes retrouvèrent leur couleur orange normale, laissant le couple se demander s'ils avaient vraiment vu ce changement ou s'il était un produit de leur nerf éprouvé et de leur imagination hyperactive. C'est à ce moment qu'ils entendirent un nouveau son, différent du chant constant à l'extérieur. C'était un grattement, un frottement, venant de quelque part au-dessus d'eux, du grenier. Il y avait un grenier auquel ils n'avaient pas prêté attention lors de leur exploration initiale de la maison, simplement une trappe dans le plafond de l'une des chambres à l'étage, fermée et apparemment scellée par des années de peinture et de négligence. Mais maintenant, quelque chose bougeait là-haut, quelque chose de lourd qui se déplaçait avec une progression lente et délibérée à travers l'espace confiné sous le toit. Leurs regards se croisèrent dans une communication silencieuse d'horreur. L'une de ces choses encapuchonnées était-elle entrée dans la maison? Avait-il manqué une entrée lors de leur barricade frénétique? Ou pire encore, quelque chose avait-il toujours été là, dormant dans le grenier poussiéreux, attendant patiemment que la nuit tombe pour se réveiller et descendre vers les occupants sans méfiance de la maison? Le grattement continua, se déplaçant maintenant vers la trappe du grenier, directement au-dessus de la chambre où ils avaient dormi la nuit précédente. Bastien attrapa le tisonnier en fer forgé qui reposait à côté de la cheminée, le soulevant comme une arme improvisée. Ce n'était pas grand-chose contre ce qu'il pourrait affronter, mais c'était mieux que rien, un morceau de métal solide qu'il pouvait balancer avec toute la force du désespoir si nécessaire. Amélie, pour sa part, saisit un lourd chandelier en bronze qui décorait la table basse, ses doigts se refermant sur le métal froid avec une détermination née de la peur pure. Ils montèrent lentement l'escalier, chaque marche grinçant sous leurs pieds, avec un son qui semblait résonner comme un coup de tonnerre dans le silence tendu. Le couloir de l'étage était plongé dans l'obscurité, car ils avaient éteint toutes les lumières à l'exception de celle du salon, craignant qu'une trop grande illumination ne les rende trop visibles aux observateurs extérieurs. Bastien alluma la lampe de son téléphone, projetant un faisceau de lumière blanche et crue qui créait plus d'ombre qu'il n'en dissipait. La porte de la chambre était entr'ouverte, exactement comme ils l'avaient laissée dans leur précipitation à fuir la maison plus tôt. À travers l'ouverture, ils pouvaient voir la trappe du grenier dans le plafond, et à leur horreur absolue, elle était maintenant ouverte, béante comme une bouche sombre qui révélait un néant absolu au-delà. Une échelle en bois, qu'ils n'avaient certainement pas vue avant, était déployée, ses barreaux disparaissant dans l'obscurité du grenier. Bastien dirigea le faisceau de son téléphone vers l'ouverture, mais la lumière semblait incapable de pénétrer l'obscurité au-delà des premiers mètres, comme si le grenier était rempli d'une substance plus dense que l'air normal, une obscurité qui avait sa propre masse et sa propre volonté. Et dans cette obscurité, quelque chose bougeait. Pas de forme visible,
Pas de silhouette claire, mais un mouvement perceptible, un déplacement de la qualité de l'ombre elle-même, comme si le néant s'organisait et prenait conscience. « Descendons », chuchota Amélie avec urgence, tirant sur le bras de Bastien. « Maintenant, nous devons retourner en bas et barricader l'escalier. » Mais avant qu'ils puissent se retourner pour exécuter ce plan, un son émana du grenier qui gela le sang dans leurs veines. C'était une voix distinctement humaine dans sa forme fondamentale, mais corrompue par quelque chose d'autre, quelque chose qui l'avait transformée en une parodie grotesque de la parole humaine normale. « Amélie, Bastien !» dit la voix, prononçant leur nom avec une lenteur délibérée qui étirait les syllabes jusqu'à ce qu'elles deviennent presque méconnaissables. « Nous vous avons attendu si longtemps, tant d'années à préparer cette maison, à affiner le piège, à parfaire le rituel. Et maintenant vous êtes enfin ici, exactement là où vous devez être, exactement quand vous devez y être. La lune est dans la position correcte. Les étoiles s'alignent de manière favorable. Le temps de la transformation approche. » La voix continua, maintenant rejointe par d'autres voix, un chœur discordant qui semblait provenir non seulement du grenier, mais aussi des murs eux-mêmes, comme si la maison entière avait trouvé une voix et participait à cette proclamation sinistre. « Vous nous avez donné vos noms si facilement lorsque vous avez fait la réservation, vos noms complets, vos dates de naissance, tous les détails nécessaires pour lier vos essences à cet endroit. Vous avez signé le contrat sans lire les petits caractères, ces mots cachés dans le code HTML du site web, ces clauses invisibles qui vous ont lié bien plus profondément qu'un simple accord de location. » Amélie et Bastien reculèrent lentement, leurs armes improvisées tremblant dans leurs mains moites. Chaque parole prononcée par cette voix multiple résonnait avec une vérité terrible, qu'ils ne voulaient pas accepter mais ne pouvaient pas nier. Ils avaient vraiment été naïfs, donnant leurs informations personnelles si librement à un site web qu'ils n'avaient jamais pris le temps de vérifier vraiment, attirés par de belles images et des promesses d'évasion qui résonnaient trop parfaitement avec leurs désirs les plus profonds. Ils descendirent l'escalier aussi vite qu'ils osaient, sans courir frénétiquement. Car un instinct primitif leur disait que montrer une peur paniquée pourrait déclencher une poursuite, comme un animal prédateur stimulé par la vue d'une proie en fuite. Une fois en bas, ils entreprirent de barricader l'escalier, poussant le buffet lourd de la salle à manger jusqu'au pied des marches, empilant des chaises et des tables par-dessus, créant une montagne instable de mobilier qui ne stopperait certainement pas une intrusion déterminée, mais qui pourrait au moins ralentir quelque chose assez longtemps pour leur donner un avertissement. Le chant à l'extérieur avait cessé maintenant, remplacé par un silence qui était d'une certaine manière encore plus terrifiant, car le silence signifiait qu'ils se préparaient à quelque chose, qu'ils passaient de la phase de terrorisation psychologique à une action plus directe et plus concrète. Amélie et Bastien retournèrent au salon, se positionnant de manière à avoir une vue sur toutes les entrées possibles, leurs armes improvisées toujours serrées dans leurs mains tremblantes. « Qu'est-ce qu'ils veulent de nous ?» demanda Amélie, sa voix à peine plus qu'un murmure rauque. « Que signifie cette transformation dont ils parlaient ?» Bastien secoua la tête, incapable de fournir une réponse qui aurait un sens rationnel. Dans sa tête, des fragments de ses connaissances en littérature classique remontaient à la surface, des histoires de sacrifices humains aux dieux anciens, de rites de passage qui transformaient des mortels en autre chose, des mythes sur des lieux où le voile entre les mondes était mince, et où des êtres d'autres dimensions pouvaient traverser si les conditions étaient favorables. Mais ces histoires étaient censées être des métaphores, des expressions symboliques de peur psychologique profonde, pas des instructions littérales pour des pratiques réelles, n'est-ce pas? Pourtant, face à ce qu'il vivait maintenant, sa certitude intellectuelle vacillait. Peut-être que les anciens mythes n'étaient pas purement imaginaires. Peut-être qu'ils étaient des avertissements codés, des tentatives de transmettre des vérités terribles dans un langage qui ne déclencherait pas la folie immédiate chez ceux qui les lisaient. Un coup violent ébranla la porte principale, si fort que le canapé qu'ils avaient poussé devant elle glissa de plusieurs centimètres sur le plancher de bois. Un autre coup suivit, puis un autre, chacun plus fort que le précédent, créant un rythme qui ressemblait désagréablement à un battement de cœur géant et malade. Des fissures commencèrent à apparaître dans le vieux bois de la porte, de minces lignes noires qui se ramifiaient comme des veines sombres sous une peau pâle. « La cuisine !» cria Bastien, réalisant soudainement qu'ils avaient commis une erreur tactique en se concentrant uniquement sur les entrées principales. Ils coururent vers l'arrière de la maison, et leurs pires craintes se confirmèrent.
La porte de derrière, celle qui donnait directement sur la lisière de la forêt, tremblait sous des coups répétés, et à travers la petite fenêtre adjacente, des visages apparaissaient et disparaissaient. Des visages qui, dans la lueur vacillante de leurs lampes de poche, semblaient porter des masques. Ou peut-être n'étaient-ils pas des masques du tout, mais quelque chose de bien pire. Ils reculèrent vers le centre de la maison, réalisant avec horreur qu'ils étaient maintenant véritablement assiégés, encerclés de toutes parts par des forces dont ils ne comprenaient ni la nature ni les intentions réelles. Le mobilier qu'ils avaient si laborieusement empilé ne tiendrait pas longtemps contre une attaque coordonnée et déterminée. Ils avaient besoin d'une autre stratégie, d'un plan qui allait au-delà de simplement se cacher et espérer survivre jusqu'à l'aube. C'est alors qu'Amélie remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant, ou peut-être que la panique de leurs premières heures dans la maison l'avait rendue invisible à son regard. Sur le manteau de la cheminée, à côté d'un vieux cadre photo contenant une image jaunie d'une famille du début du XXe siècle, se trouvait un livre. Pas un livre moderne, mais un volume ancien relié en cuir sombre, sans titre visible sur la couverture ou le dos, maintenu fermé par une sangle de cuir craquelée par l'âge. Agissant sur une impulsion qu'elle ne pouvait pas vraiment expliquer, elle attrapa le livre et défit la sangle avec des doigts tremblants. Les pages à l'intérieur étaient jaunies et cassantes, couvertes d'une écriture manuscrite serrée en français ancien, avec des annotations dans les marges, dans ce qui ressemblait à du latin médiéval. Elle ne pouvait pas comprendre la majeure partie du texte, les conventions orthographiques et le vocabulaire étant trop différents du français moderne, mais certains mots ressortaient avec une clarté troublante. Protection, bannissement, seuil, sang. « Bastien », appela-t-elle avec urgence, « regarde ça. Je pense que c'est une sorte de grimoire, un livre d'instructions pour des rituels. Peut-être qu'il y a quelque chose ici que nous pouvons utiliser, quelque chose pour nous protéger ou les repousser. » C'était une longue chance, un espoir désespéré né de la situation impossible dans laquelle il se trouvait. Mais Bastien s'approcha néanmoins, dirigeant la lumière de son téléphone sur les pages anciennes, ses yeux entraînés à déchiffrer des textes difficiles grâce à des années d'études de la littérature classique. Il tourna les pages avec précaution, parcourant rapidement le contenu jusqu'à ce qu'il trouve une section qui semblait particulièrement pertinente. C'était un chapitre intitulé « Contre les adorateurs de l'ancien puits », et à mesure qu'il lisait, son visage pâlit encore plus que ce qu'il était déjà. « C'est une histoire », murmura-t-il, « l'histoire de ce qui s'est passé ici il y a longtemps. Ce puits que nous avons trouvé dans la forêt, il n'était pas simplement un puits ordinaire, c'était un portail, ou du moins c'est ce que croyaient les gens qui vivaient ici au XVIIIe siècle. Ils croyaient que l'eau du puits venait d'un endroit qui n'appartenait pas à ce monde, et que boire cette eau pouvait transformer une personne, lui donner des visions de choses au-delà du voile de la réalité normale. Il continua à lire, sa voix se brisant occasionnellement tandis qu'il déchiffrait les passages les plus difficiles. Un culte s'est formé autour du puits. Ils pratiquaient des rituels pendant les nuits de nouvelle lune, offrant des sacrifices à quelque chose qu'ils appelaient « celui qui attend sous les racines ». Mais finalement, les autorités locales ont découvert ce qui se passait. Il y a eu un massacre. Les soldats sont venus et ont tué tous les membres du culte qu'ils ont pu trouver. Ils ont tenté de détruire le puits, de le remplir de terre et de pierres, et ont érigé des avertissements pour que personne ne s'aventure jamais dans cette partie de la forêt. Mais, continua-t-il, sa voix tombant à un murmure horrifié, le livre dit que quelque chose a survécu, pas les personnes originales, mais l'essence du culte, l'idée, la pratique elle-même. Elle s'est transmise de génération en génération, attendant patiemment que le monde moderne oublie, que les avertissements s'effacent, que de nouvelles victimes innocentes viennent volontairement dans ce lieu maudit. Et cette maison, elle a été construite délibérément comme un piège, avec des symboles de protection inversés gravés dans la pierre, des géométries architecturales conçues pour canaliser certaines énergies, pour affaiblir la volonté de ceux qui y restent. Les coups sur les portes s'intensifièrent, et maintenant ils pouvaient entendre le bois commencer à se fendre, les barricades cédant progressivement sous l'assaut implacable. Ils avaient peut-être quelques minutes au maximum, avant que leur défense ne s'effondre complètement. « Y a-t-il une solution ?» demanda Amélie avec désespoir. Le livre dit-il comment combattre ça, comment nous échapper? Bastien tourna frénétiquement les pages, ses yeux parcourant le texte dense à la recherche de quelque chose, n'importe quoi qui pourrait leur offrir une chance de survie.
Et alors, près de la fin du livre, il trouva un passage qui semblait avoir été ajouté plus tard que le reste, écrit dans une encre différente et avec une écriture différente, comme si quelqu'un des générations postérieures avait ajouté ses propres découvertes au texte original. « Ici, dit-il, désignant le passage, ça parle d'un contre-rituel, quelque chose que ceux qui sont piégés peuvent nous faire pour rompre la liaison, pour fermer le portail qu'ils essaient d'ouvrir. Mais... » Sa voix s'éteignit, tandis qu'il lisait le reste, son visage devenant un masque d'horreur et de conflit intérieur. « Il faut du sang, un sacrifice volontaire, pas de mort, mais du sang versé librement et offert au feu pendant que des paroles spécifiques sont prononcées. Et ça doit être fait avant que le rituel extérieur ne soit terminé, avant que la transformation dont il parlait ne commence. » Amélie regarda le couteau de cuisine qu'elle avait attrapé dans leur fuite paniquée plus tôt, maintenant posé sur la table basse à côté d'eux. « Combien ?» demanda-t-elle simplement. « Combien de sang ?» Bastien relut le passage, vérifiant et revérifiant les instructions dans l'espoir de trouver une alternative, une échappatoire qui ne nécessiterait pas ce que le texte ancien demandait clairement. Mais il n'y en avait pas. « Assez pour remplir un bol, dit-il finalement, de chacun de nous, mélangés ensemble et versés dans les flammes pendant que nous récitons ces mots. » Il désigna un passage écrit dans un latin que même lui trouvait archaïque et difficile à analyser, mais qu'il commença néanmoins à transcrire phonétiquement sur une page vierge à la fin du livre, sachant qu'il devrait le prononcer correctement ou ne pas le prononcer du tout. Il n'avait pas le temps pour le doute ou la délibération. La porte principale céda enfin dans un craquement catastrophique de bois se fracassant, et le canapé qui la barricadait fut projeté de côté comme s'il ne pesait rien. À travers l'ouverture béante, il pouvait voir les figures encapuchonnées commencer à entrer, se déplaçant avec cette coordination troublante qui suggérait une conscience partagée ou un commandement télépathique. Leurs robes noires flottaient malgré l'absence de vent, et sous les capuches, cette obscurité absolue demeurait percée seulement par ces points lumineux verdâtres qui servaient Dieu. « Maintenant !» cria Amélie, saisissant le couteau. Sans hésitation, elle fit une incision rapide et profonde sur sa paume gauche, laissant le sang couler dans le bol en céramique qu'ils avaient utilisé pour le dîner la veille. Une vie qui semblait appartenir à une autre réalité, à un autre univers, où des choses aussi banales que les repas et le vin existaient encore. La douleur était vive et immédiate, mais elle la poussa de côté, se concentrant sur la tâche qui devait être accomplie. Bastien fit de même, prenant le couteau de sa main sanglante et faisant sa propre incision, regardant son sang se mêler au sien dans le bol, leurs essences vitales s'unissant de la manière la plus littérale possible. Tandis que leur sang se mêlait, tourbillonnant ensemble dans des motifs rouges et sombres, quelque chose de remarquable se produisit. Le liquide commença à briller avec une lumière propre, une lueur rougeâtre pulsante qui battait au rythme de leurs cœurs combinés. Les figures encapuchonnées s'arrêtèrent à l'entrée du salon, comme si elles rencontraient un mur invisible. L'une d'elles leva la main, désignant le couple avec un doigt accusateur, et parla dans cette voix multiple qui semblait provenir de plusieurs gorges simultanément. « Non, vous ne comprenez pas ce que vous faites. Le rituel doit être complété. Nous avons attendu si longtemps, préparé si méticuleusement. Vous êtes les catalyseurs, les vaisseaux choisis. Sans vous, le passage ne peut pas s'ouvrir. » Mais Amélie et Bastien ignorèrent ces paroles, se concentrant plutôt sur la tâche devant eux. Bastien commença à réciter les mots latins qu'il avait transcrits, butant occasionnellement sur les prononciations difficiles, mais continuant avec une détermination née du désespoir absolu. Amélie joignit sa voix à la sienne pour les parties qu'elle pouvait comprendre, et ensemble, ils créèrent une mélodie étrange, un contre-chant qui semblait entrer en conflit direct avec les harmonies sinistres qui émanaient encore faiblement de la forêt extérieure. Tenant le bol à deux mains, ils s'approchèrent de la cheminée où le feu brûlait toujours vigoureusement, ses flammes oranges dansant et projetant des ombres qui maintenant semblaient étrangement protectrices plutôt que menaçantes. Au moment où ils atteignirent le foyer, les figures encapuchonnées brisèrent leur paralysie temporaire et se précipitèrent vers eux avec une vitesse surnaturelle, leurs robes flottant derrière elles comme des ailes de chauve-souris géantes. « Maintenant !» hurla Bastien, et ensemble ils versèrent le contenu du bol dans les flammes. L'effet fut instantané et spectaculaire. Le feu explosa vers le haut avec une intensité aveuglante,
les flammes changeant de couleur de l'orange au blanc pur, puis au bleu, puis passant par des teintes qui n'existaient pas dans le spectre visible normal. Une onde de force invisible se propagea depuis la cheminée, balayant la pièce comme un tsunami silencieux d'énergie pure. Les figures encapuchonnées furent projetées en arrière violemment, leurs corps s'écrasant contre les murs et les meubles. Certaines d'entre elles commencèrent à se dissoudre littéralement, leur forme se désintégrant en fumée noire qui fut aspirée vers le haut et sortie par la cheminée. D'autres réussirent à se retenir à l'existence matérielle, mais s'enfuirent en vacillant, s'écoulant par la porte brisée dans la nuit extérieure d'où elles étaient revenues. Le silence tomba, aussi soudain et absolu qu'un rideau s'abaissant à la fin d'une pièce de théâtre. Les sons de la forêt, le chant, les grattements, tout avait cessé. Même le feu dans la cheminée s'était calmé, brûlant maintenant avec une flamme normale et réconfortante. Amélie et Bastien s'effondrèrent sur le sol, épuisés au-delà de tout ce qu'ils avaient jamais connu, leurs mains blessées palpitant avec une douleur qui semblait étrangement distante et irréelle. Combien de temps restèrent-ils ainsi, agrippés l'un à l'autre sur le sol froid, incapables de bouger ou de parler? Ils ne le surent jamais avec certitude. Mais finalement, à travers les fenêtres brisées et les volets arrachés, ils virent la première lueur grise de l'aube commencer à filtrer. Le jour revenait, et avec lui l'espoir que le pire était passé. Ils se levèrent péniblement, bandant leurs mains avec des morceaux de tissu arrachés au coussin du canapé. La maison était en ruine, les barricades détruites, les portes brisées, les fenêtres fracassées, mais ils étaient vivants. Contre toute attente, malgré tout, ils avaient survécu. Ils sortirent dans l'aube brumeuse, s'attendant presque à voir les figures encapuchonnées les attendre à l'extérieur. Mais la clairière était vide. Seules les traces de leur présence demeuraient. Les empreintes étranges dans le sol, quelques morceaux de tissu noir accrochés aux branches, et une odeur persistante de soufre et de quelque chose d'organique en décomposition. Ils marchèrent vers leur voiture, n'ayant aucun espoir qu'elle fonctionnerait maintenant, mais devant essayer quand même. Bastien tourna la clé, et à sa stupéfaction absolue, le moteur démarra immédiatement, ronronnant aussi régulièrement que s'il n'avait jamais connu de problème. Que ce soit la rupture du rituel qui avait levé le sort sur le véhicule, ou simplement une coïncidence inexplicable, ils ne le sauraient jamais et ne s'en souciaient pas vraiment. Ils conduisirent hors de la forêt aussi vite que les chemins étroits le permettaient, ne regardant jamais en arrière, craignant que se retourner pourrait d'une manière ou d'une autre annuler leur évasion, comme Orphée perdant Eurydice en jetant un regard en arrière vers les enfers. Le trajet sembla durer une éternité, et un instant à la fois, et ce n'est que lorsqu'ils atteignirent finalement une route goudronnée normale, avec des panneaux de signalisation et des marquages familiers, qu'ils se permirent de croire qu'ils avaient vraiment échappé. Ils ne retournèrent jamais dans cette région. Ils signalèrent l'incident à la police, mais d'une manière édulcorée qui omettait tous les éléments surnaturels, parlant simplement d'un culte dangereux et d'une maison piégée. Les autorités enquêtèrent, mais trouvèrent la maison complètement vide et abandonnée, sans aucun signe d'habitation récente. Le site web de location avait disparu, supprimé comme s'il n'avait jamais existé. Et M. Levasseur, s'il avait jamais été réel, ne pouvait pas être localisé. Amélie et Bastien retournèrent à leur vie parisienne, mais quelque chose en eux avait changé de manière fondamentale et permanente. Les cicatrices sur leurs paumes guérirent avec le temps, mais restèrent visibles, des rappels constants de cette nuit dans la forêt. Ils ne parlaient jamais de ce qui s'était vraiment passé, même entre eux, comme si mettre des mots sur l'expérience risquait de lui donner un